Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici à La Rochelle pour une grande émission spéciale et elle le sera à plus d'un titre, vous allez le voir. Durant une heure, nous allons évoquer ensemble la reconstruction de l'un des joyaux de notre patrimoine architectural national, l'Hôtel de Ville de La Rochelle. Et nous nous retrouvons ici dans la cour d'honneur de ce bâtiment exceptionnel, vieux de 600 ans, ravagé par un incendie d'origine électrique. C'était il y a 3 ans, il y a pratiquement maintenant jour pour jour. Alors après le temps de l'émotion, après celui de la solidarité, celui de la restauration d'une partie du mobilier et des œuvres, voici venu enfin le temps de la reconstruction, de la renaissance peut-être, pourrions-nous dire, monsieur le maire. Bonjour Jean-François Fontaine. Bonjour. Donc ça y est, soulagé ? Soulagé, mais surtout impatient, puisque comme tous les Rochelais, ça fait maintenant 3 ans que nous voyons cette immense tente qui protège l'hôtel de ville. Et donc nous sommes tous impatients de voir les ouvriers venir travailler la pierre, travailler le chêne pour reconstruire. Puisque nous savons aussi, c'est que les techniciens, les ingénieurs travaillent déjà depuis plusieurs mois pour faire les plans de ce nouvel hôtel de ville. Alors on le disait tout à l'heure lorsque nous échangions au maquillage, des documents sont en train d'être signés aujourd'hui même. Le permis de construire va être délivré dans les jours qui viennent et c'est un permis de construire complexe puisqu'on a 4 critères à respecter pour ce bâtiment. Des critères d'historicité, évidemment, des critères aussi très importants aujourd'hui qui sont des critères d'accessibilité. Il faudra que ce bâtiment soit accessible à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Des critères de meilleurs accès pour les pompiers. Il faut retenir la leçon de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et puis des critères également qui touchent à l'urbanisme du centre-ville. Donc c'est assez complexe, mais enfin les techniciens y sont arrivés. Et donc on va pouvoir, dans les jours qui viennent, signer enfin le permis de construire. D'accord. Donc avec nos invités, eh bien, nous allons revenir sur chacune des grandes étapes qui ont conduit à cette reconstruction. Nous évoquerons aussi bien sûr la place toute particulière qu'occupe ce bâtiment dans notre histoire de France. Mais avant cela, avant bien sûr, retour sur cette terrible journée. Nous sommes le 28 juin 2013, il est 14 h. C'est un véritable cauchemar, une scène que tous les Rochelais pensaient inimaginable. Des flammes et une fumée épaisse visible plusieurs kilomètres à la ronde. En quelques minutes seulement, le feu a dévoré la toiture en ardoise et la charpente du bâtiment. Le tout sous les yeux de témoins dont certains se trouvaient juste en face, attablés à la terrasse d'un café. Lorsque tout a commencé, il était environ 14 h. On venait de commander, j'ai commencé à percevoir un petit peu de fumée, au niveau des ardoises. Et en 30 secondes, il y a une fumée énorme, là, mais incroyable, hein, très impressionnant. Vous-même, vous avez été surpris de ce qui se passait ? Ah, très surpris, oui, vraiment. J'étais surpris par la vitesse de la taille de la fumée, en fait. Ça va à une vitesse, c'est la première fois que je vois ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours redouté le plus. On a des systèmes de sécurité, on a en permanence, il y a quelqu'un qui est dans la mairie, même le soir, même la nuit, pour éviter ce genre de choses. Et voilà, ça arrive en pleine journée à 14 h. Il ne faudra que 5 à 6 minutes, selon certains témoins, pour que les pompiers arrivent sur place. D'abord munis d'une simple lance, ils sont rapidement rejoints par des collègues de Rochefort et de l'Île de Ré. Au total, une 50aine d'hommes sont déployés. Il faut dire que ce bâtiment, devenu mairie au XIIIe siècle, est particulièrement vulnérable et compliqué aussi à attaquer pour les soldats du feu. Ce bâtiment, on le connaît, il est répertorié chez nous, on sait les cheminements, on le connaît ce bâtiment. Mais il n'en reste pas moins que ça reste extrêmement délicat à travailler dans ces volumes-là parce que les cheminements sont compliqués. On a des risques d'effondrement de toiture, des risques de propagation. Donc il faut aussi toute la prudence nécessaire pour qu'on puisse avancer dans les techniques d'extinction. Donc ça reste extrêmement compliqué pour nous. C'est pour ça qu'on déploie des moyens assez impressionnants au centre-ville. Autre difficulté, les riverains et les badauds qui se pressent aux abords. La police les fait reculer et installe des barrières de sécurité. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer dans cet incendie, mais les pompiers veulent rester prudents. Au moment où nous enregistrons ce reportage, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Alors on vous voit, Jean-François Fontaine, au tout début de ce reportage, à côté du maire de l'époque, Maxime Bonneau. Manifestement, comme l'ensemble des Rochelais, vous êtes sous le choc sidéré. On est atterré de voir ce bâtiment en flammes. On ne comprend pas bien ce qui se passe puisque c'est un incendie qui est parti d'en haut. Et heureusement, grâce à la promptitude des services, un maximum d'objets a pu être sorti puisque le feu étant plutôt dans la partie haute, beaucoup d'objets ont pu être sortis par la partie basse.
Alors vous n'êtes pas le seul hein, pour qui cet incendie restera longtemps gravé dans les mémoires. Pour beaucoup de Rochelais, c'est pareil, on n'oubliera pas ce jour. Nous sommes allés les interroger, ces Rochelais, dans la rue à quelques mètres d'ici. Écoutez. Ça m'a marqué, surtout que cet hôtel de ville est magnifique, surtout avec son donjon, et qu'il a beaucoup d'histoire, comme toute La Rochelle. C'est horrible de voir brûler la mairie de La Rochelle, c'est un beau bâtiment, ça fait mal quand même. Ce jour-là, ça nous a fait bizarre, c'est vrai qu'on était un peu triste. C'est un monument historique, donc voilà, ça fait office de mairie, mais aussi les gens viennent pour la visiter et découvrir aussi à travers la mairie l'histoire de La Rochelle, quoi. Et on est fiers de sa mairie quand on est Rochelais? Des bâtiments, oui. C'est important que la mairie de La Rochelle redevienne comme avant, c'est très important, c'est un beau bâtiment qui est très visité, donc même pour nous commerçants, c'est important que la mairie soit aussi belle qu'avant. On attend la fin des travaux, c'est pas évident, c'est un budget, mais il faut attendre, il faut revoir renaître notre mairie. Voilà. Retour sur ce plateau, Jean-François Fontaine. Ça vous touche d'entendre ces Rochelais, de prendre la mesure de la place qu'occupe ce bâtiment dans leur quotidien? Chez les Rochelais, d'une part, mais également chez nos visiteurs. Le nombre de visiteurs qui viennent à La Rochelle et qui sont attristés. Nous avons reçu des lettres du monde entier de gens nous faisant part de leur solidarité. Et donc oui, il y a un très fort attachement, parce que aussi il a une histoire particulière dans la vie de notre cité. Alors, s'il y a bien un personnage qu'il fallait interroger lors de cette journée terrible, c'est bien sûr le maire de l'époque, on l'évoquait il y a quelques minutes, Maxime Bonneau. L'une de nos équipes l'a rencontré, nous lui avons demandé ce qu'il avait retenu de cette journée. C'est la salle des fêtes est perdue. Ah putain, c'est pas vrai. J'ai eu tout de suite le sentiment que ça allait être quelque chose de violent et durable. On m'a aussitôt indiqué que plus personne n'était à l'intérieur du bâtiment, qu'on avait compté, il n'y avait pas de victimes, donc j'étais un peu rassuré. On a pu indiquer aux pompiers ce qu'il fallait ressortir comme objet, puisque leur objectif c'était d'éteindre le feu le plus vite possible, de s'assurer d'abord qu'il n'y avait plus personne, d'éteindre le feu, mais dans le même temps de sauver tous les objets mobiliers. On risquait un effondrement total du bâtiment, la ruine totale du bâtiment, qui venait d'être restauré. Donc là, je vous avoue que j'ai quand même mal dormi, quoi, hein. J'ai quand même mal dormi. Un désastre, un très gros désastre. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est surtout des siècles qui sont partis, quoi, hein, en fumée pour on ne sait quelle raison, malheureusement. Dans les minutes qui ont suivi, ma messagerie a été saturée de gens qui laissaient des messages. Une Rochelaise m'a dit qu'elle avait appris par son fils qui était en Australie que l'hôtel de ville était en train de brûler. Nous sommes les pompiers, parce que là... Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Le président de la République est venu témoigner de sa solidarité, de la solidarité de la République française. Il avait appelé dans l'heure qui a suivi aussi. J'ai trouvé le soir un message du président de la République en disant j'aurais pu répondre un peu avant. C'est là qu'on voit que l'hôtel de ville, c'est quand même un lieu très particulier dans une ville, et celui-ci plus qu'un autre sans doute, hein. Voilà, mais c'est un souvenir douloureux. Bonjour Annick Notaire, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et directrice des musées d'art et d'histoire de la ville de La Rochelle. Lorsque vous apprenez ce jour la terrible nouvelle, quelle est votre première réaction? À quoi pensez-vous? Bonjour. Écoutez, je pense effectivement prioritairement aux œuvres d'art qui sont conservées à l'intérieur du bâtiment, et je dois rendre hommage à Géraldine Gillardot qui s'occupe de ce patrimoine mobilier de la ville et qui, elle, était présente le jour de l'incendie et qui a pu diriger les pompiers avec beaucoup d'efficacité en direction de toutes les œuvres qu'il fallait sauver. Alors pour vous, la première, celle qu'il fallait impérativement sauver, c'était laquelle? Le siège de La Rochelle, qui est un tableau historique qui date de quelques années après le fameux siège de 1628 et qui était accroché dans la salle des échevins, une des salles qui a le plus souffert de l'incendie. Alors on le verra probablement sur les images qui vont être diffusées, mais tout le monde a mis la main à la pâte, les policiers municipaux, les pompiers, on a sorti tout ce qu'on pouvait sortir, on a sauvé les meubles.
meubles, comme on dit. Alors, il y a des pièces qui ont particulièrement souffert, certaines plus que d'autres, et notamment les tapisseries. Alors, les tapisseries n'ont souffert, mais pas tant que ça, puisqu'elles étaient relativement éloignées du foyer. Elles ont subi les fumées. Et là où j'ai pu intervenir, c'est que nous avons demandé à la maison Chevalier de venir immédiatement, puisque pour un textile, il faut véritablement les nettoyer rapidement dans les 48 heures pour que justement ces fumées nocives n'attaquent pas les fibres du tissu et n'endommagent pas davantage les œuvres. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas les flammes directement qui ont touché les œuvres, c'est plutôt ce qui en a... La suie, la fumée. Et l'eau. Et l'eau. Il y a eu beaucoup d'eau. Oui. Donc le mobilier et les œuvres avaient été inventoriés avant l'incendie. On savait précisément ce dont on disposait, où se trouvait chacun de ces objets? Oui, tout à fait. Et nous avions également formé les pompiers au maniement des œuvres d'art en cas d'évacuation d'urgence, ce qui a largement facilité aussi le sauvetage des œuvres et le fait qu'elles ont été finalement très peu abîmées. Ces inventaires, ça se fait tous les combien? C'est prévu? C'est quelque chose réglementairement qui est fixé? Oui, tout à fait. Et on vérifie régulièrement. C'est combien? C'est tous les combien? Alors, quand on est dans des dépôts extérieurs à des musées, on fait un récollement tous les 2 ans. D'accord. Alors, une fois que ces objets ont pu être soustraits aux flammes, ils ont été emportés, peut-être un peu éparpillés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Justement, on a essayé de pas trop les éparpiller et toutes les œuvres un peu précieuses ont été mises à l'abri au musée du Nouveau Monde. D'accord. Maintenant, certaines d'entre elles ont été restaurées. Elles sont où aujourd'hui? Certaines sont exposées dans les salles du musée du Nouveau Monde et du musée des Beaux-Arts. D'autres sont dans les réserves. Elles retrouveront leur place une fois les travaux terminés, c'est ça l'idée? Voilà, pour l'essentiel, oui. Merci Annick Notaire. Alors il n'y a pas que le mobilier et les œuvres qui ont souffert, leur écrin, le bâtiment lui-même a été très durement touché. Il a fallu d'ailleurs organiser des soins de toute urgence, si l'on peut dire. Je vous propose de voir tout de suite en images ce que cela a pu donner. On se retrouve juste après. Aux premières loges, Henri IV a tout vu, de la chaleur du brasier aux tonnes d'eau déversées pour l'éteindre. Très vite, il a fallu sécuriser les lieux. On va mettre un échafaudage sur la totalité de la surface de la salle des fêtes pour créer un plancher qui va nous permettre de monter sur le plafond actuel qui est complètement calciné, brûlé, et de pouvoir ensuite évacuer tous les bois, les ardoises, tous les débris en fait, de l'incendie. Étayées pour éviter l'effondrement, les pierres de la façade Renaissance ont souffert elles aussi de l'intensité du feu. À l'intérieur de la façade, vous avez des tirants métalliques qui ceinturent complètement la façade et avec la chaleur, ils se sont dilatés à l'intérieur, ce qui fait qu'on est obligé de déposer en fait toutes les lucarnes de la façade Renaissance et d'étayer également toute la façade complète qui risquait de tomber. Autre urgence, sauver les meubles. En parallèle de la lutte contre les flammes, les pompiers ont sorti toute une collection d'objets précieux. Le masque mortuaire d'Henri IV, le portrait de Jean Guiton, son fauteuil et de nombreuses peintures. La pièce peut-être la plus abîmée, c'est le tableau qui est en dessous, qui était situé dans la salle des échevins, qui était un tableau flamand, un tableau du XVIIe siècle. 1628, le siège de La Rochelle. Sur un tissu rétréci par l'humidité, la couche de peinture s'est soulevée, décollée de son support. Mais les restaurateurs ont la solution avec ce cadre extensible. Et au fur et à mesure que l'on va tendre, la toile va lentement s'agrandir pour laisser la place à la peinture. À ce moment-là, on pourra réappliquer la peinture et la coller. Intervention délicate aussi sur des documents plus récents. Papiers administratifs, comptes rendus de conseils municipaux, noyés sous les eaux et envahis par les champignons. Passage par l'autoclave obligatoire, le gaz injecté va agir jusqu'au niveau intermoléculaire sans ouvrir les cartons ni feuilleter les pages. Au bout des 9 heures, on va éjecter le gaz et puis sortir les archives pour les mettre à désorber pendant 3 semaines. 10 000 € rien que pour cette remise au sec et au propre, 20 millions pour l'ensemble du chantier. Henri IV peut sourire, ce n'est pas lui qui paye. Alors Annick Notaire, on l'a vu, tout ce mobilier, toutes ces œuvres ont nécessité un travail très particulier. Est-ce qu'on disposait des compétences ici chez nous à La Rochelle? Comment ça s'est organisé?
Tout dépendait du type d'objet. Nous avons pu faire intervenir une restauratrice, Pascal Brennelli, qui est sur l'île de Ré, donc qui est intervenue immédiatement et qui a passé beaucoup de temps sur les soins d'urgence à donner au tableau. L'entreprise Chevalier, qui est à Paris, est intervenue elle aussi très rapidement. Dès le lundi, elle était sur place pour sauver et nettoyer tout ce qui était textile. Alors ça, c'était une dimension importante, agir rapidement après l'accident. Oui, c'était effectivement une des nécessités pour un certain nombre de pièces. Vous avez vu ce tableau tout craquelé. Si nous n'étions pas intervenus, on perdait la moitié de la peinture. Alors pour revenir sur le bâtiment lui-même maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur quelques-uns de ces échafaudages où nous allons retrouver Marie-Ange Cristofari. Bonjour Marie-Ange, vous êtes où exactement ? Bonjour Pascal, je suis quelques mètres au-dessus de vous, au cœur de cet immense échafaudage, juste en dessous de la bâche parapluie. On se trouve là au cœur de l'hôtel de ville, le toit en ardoise, le toit en ardoise était par ici. Et on se rend bien compte de l'ampleur des dégâts. Pour évoquer tout cela avec moi, je rejoins Julien Combe en charge de ce dossier pour la ville de La Rochelle. Bonjour Julien Combe. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on aborde un chantier pareil ? 3 ans de travaux en perspective et déjà 3 ans de passé depuis le sinistre. Qu'est-ce qui s'est passé ici depuis l'incendie ? Depuis 3 ans, ce qui s'est passé, c'est que déjà suite à l'incendie, on a mis en sécurité le reste de l'édifice en évacuant dans un premier temps déjà les déblais liés à cet incendie et en renforçant ce qui était encore en place. Donc les pignons, la façade Renaissance qui avait ventré, donc qui avait bougé suite à l'incendie, en la butonnant sur le rempart de la cour qui lui n'avait pas bougé, qui n'avait pas souffert de l'incendie. On a aussi du coup après lancé les études, en commençant déjà par la définition des besoins et les attentes de la ville de La Rochelle sur ce que sera ce nouvel hôtel de ville, ce qui nous a permis de lancer une consultation pour avoir un maître d'œuvre qui lui-même a fait ses études assez longues puisque c'est un monument historique et que du coup c'est complexe. Un temps administratif, un peu incompressible. Un peu incompressible, effectivement. Il y a un temps de diagnostic, d'études globales assez long, et ce qui nous permet d'en être aujourd'hui à la phase de consultation des entreprises. Et on a déjà lancé du coup le lot 1, installation de chantier, qui a commencé à travailler depuis. Alors ce fameux lot 1, c'est ce que vous appelez en fait des travaux préparatoires, c'est ça ? En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, ça consiste à installer la base chantier, à clôturer, se mettre en sécurité, à créer des zones de travail confortables en protégeant ce qui sera conservé dans le futur hôtel de ville, en évacuant le reste des déblais, en mettant en place de l'éclairage de chantier, des prises pour que les autres lots puissent intervenir en sécurité et confortablement. Un circuit électrique temporaire alors ? Temporaire de chantier, tout à fait. Ça consistera aussi à mettre en place une grue qui permettra, donc, pareil, aux autres entreprises de travailler. D'accord, tout ça est bien pensé, préparé au centimètre près, j'imagine, et avec des dates un peu serrées. Pas de mauvaise surprise dans cette pas pour le moment. Préparation. Voilà. On a essayé de prévoir tout à l'avance pour ne pas en avoir. Comment est-ce qu'on aborde une mission comme ça ? C'est assez différent quand même que ce que vous pouvez avoir en charge par ailleurs, parfois les tribunes de stade ou des choses comme ça. Il y a une portée symbolique de ce chantier. Une portée symbolique, c'est un bâtiment qui tient à cœur des Rochelais, qui a une forte histoire. C'est le plus vieil hôtel de ville en fonction de France. Donc oui, forcément, on l'aborde avec de l'affectif déjà. Après, en plus, techniquement, c'est monument historique, c'est toujours très intéressant. Celui-là est particulièrement intéressant. Et vous avez vécu l'incendie aussi, vous avez vu ce monument avant et pendant ce drame particulier et après. Et ça aussi, c'est un souvenir particulier. Oui, c'est fort parce que c'est le cœur de La Rochelle qui part en fumée. Donc voilà, c'est très fort. Donc on va essayer de le remettre en état et de gommer cette cicatrice le plus possible. Une belle fierté de participer à ça aussi, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, pour La Rochelle. Tout à fait. Voilà. Allez, on va poursuivre cette visite de chantier. On y va. Je vous suis. À tout à l'heure, Marie-Ange. Bonjour, Eliane Trott. Vous êtes architecte, collaboratrice de Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques qui pilote cette reconstruction de l'hôtel de ville de La Rochelle. Alors d'abord, avant toute chose, une petite question. On parle souvent des monuments historiques et des bâtiments de France. Vous pouvez nous faire le distinguo, s'il vous plaît ? Oui, bonjour.
Les monuments historiques s'occupent de la maîtrise d'œuvre sur des monuments historiques classés, alors que l'architecte des bâtiments de France va plutôt s'occuper d'un territoire et des autorisations et de l'entretien de ces monuments historiques classés. Très bien, merci. Vous pouvez monter un petit peu votre micro, s'il vous plaît. Alors, une question, des flammes, des quantités phénoménales d'eau déversées par les pompiers pour tenter de circonscrire le sinistre, des cendres résiduelles. Il y a mieux quand même pour préserver un bâtiment du XVe siècle. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas tant les flammes. Les flammes ont détruit, mais le feu a détruit de façon plus incisive en pénétrant à l'intérieur des planchers, à l'intérieur des plâtres, à l'intérieur des décors. Donc c'est surtout l'eau qui a endommagé en fait toute la partie inférieure du bâtiment. Alors l'urgence, c'était quoi sitôt l'incendie maîtrisé? Qu'est-ce qu'il a fallu faire dans un premier temps et le plus rapidement possible? Alors, sitôt l'incendie maîtrisé, puisque les œuvres avaient été évacuées, dans un premier temps, c'était d'assurer la stabilité de l'édifice. Oui, parce que manifestement, on a un problème sur la façade du bâtiment, c'est ça? La façade du bâtiment Renaissance, qui avait déjà des tirants qui avaient été mis en place lors de la reconstruction de M. Lich, a subi l'effondrement du grand comble. Donc en fait, toute la charpente et toute l'ardoise s'est retrouvée sur le plafond de la salle des fêtes et la façade Renaissance est venue s'affaisser sur l'échafaudage qui servait à sa restauration extérieure. Le risque, c'était quoi finalement, que ça s'effondre? Le risque, c'était que ça s'effondre, que les deux pignons qui se retrouvaient complètement isolés, pas contreventés, s'effondrent à leur tour. Et à ce moment-là, si qu'on ait un peu un effet de jeu de cartes qui tombe jusqu'au sol, quoi. Donc là, très concrètement, il faut faire très vite. Comment vous procédez? Parce que vous avez connaissance donc, de la catastrophe, de l'incendie. Il faut réagir très vite. Comment vous parvenez à déterminer le moment où l'on intervient et ce que l'on fait? Alors, ce qu'il fallait faire dans un premier temps et très très vite, c'était stabiliser le plafond de la salle des fêtes. Le plafond de la salle des fêtes, il y avait 4 poutres. Il y avait déjà une des poutres qui était sortie de son logement, voilà. Donc la première chose, c'était qu'il fallait impérativement que ce plafond ne s'effondre pas, parce que sinon, effectivement, ça s'effondrait jusqu'au rez-de-chaussée. Donc des tours d'étaiement ont été mises sous les 4 poutres. Évidemment, ces étaiements ont été repris en dessous par la galerie, sous la galerie et par l'intérieur des bureaux en enlevant les plafonds en plâtre des bureaux, de façon à ce que les charges qui étaient sur le plafond de la salle des fêtes soient reportées directement jusqu'au sol et ainsi assurer leur stabilité. Dans un deuxième temps, les pignons de la salle des fêtes, enfin du grand comble, ont été frétés avec des échafaudages de façon... Frété, c'est quoi? Frétés, c'est-à-dire ils ont été encerclés, maintenus par un échafaudage d'un côté et une ceinture, on va caricaturer, une ceinture qui les maintenait sur un échafaudage stabilisé. Merci Madame Roth, restez avec nous. Si vous voulez bien, on va poursuivre notre visite en se rendant justement à l'intérieur du bâtiment. Nous allons y pénétrer, nous allons retrouver Marie-Ange qui n'est pas très loin de nous. Pascal, nous avons changé d'étage, nous nous retrouvons maintenant dans cette fameuse salle des fêtes. C'est là que l'on célébrait les mariages, que l'on débattait en conseil municipal. On a un petit peu de mal à se l'imaginer aujourd'hui. C'est surtout la salle qui se trouvait sous la toiture où nous étions tout à l'heure, la toiture complètement embrasée pendant l'incendie. Que supportent ces étais, Julien Combe, dites-moi? Ces étais supportent une plateforme de travail qui a permis, déjà lors de la mise en sécurité, d'évacuer les éléments de charpente calcinés, de mettre en place les étaiements sur les pignons et qui servira aussi à la reconstruction pour travailler notamment sur la charpente. Le plafond de l'époque, lui, complètement... Complètement disparu avec l'incendie, oui. Il a été complètement évacué. Quelle est la particularité de la rénovation à venir ici? C'est quoi votre souci? Là, on est sur la partie monument historique, donc réfection à l'identique du bâtiment, y compris des décors. Donc on voit là, les tapisseries sur les murs qui seront restaurées intégralement pour être restituées à l'identique de ce qu'elles étaient avant l'incendie. Des tapisseries qui, de ce côté-là, ont un petit peu moins souffert. Vous allez pouvoir donc restaurer et non pas refaire complètement. Tout à fait, voilà. On ne refera que les éléments qui ont disparu. Voilà. Et donc, pour cela, il faut des corps de métier bien précis. Et des façons de faire une aussi. Restauratrice en décor peint, voilà, effectivement, des savoir-faire voilà, très, très particuliers. C'est quoi la prochaine étape?
ici. Par quoi vous allez commencer dans cette pièce? Par refaire la charpente, déjà. Voilà. On va C'est procéder un peu chantier, presque descendant. comme un chantier traditionnel, en mettant d'abord hors d'eau, hors d'air, pour pouvoir après réattaquer les corps de métier second œuvre. Donc on descend, voilà. on commence par tout en haut. On commence et puis d'abord par on passe ici ensuite. renforcer la façade, voilà, la maintenir en position. Après, on fera la charpente. Et puis, une fois qu'on sera hors d'eau, hors d'air, on interviendra à l'intérieur. Bon, alors quand est-ce que vous pensez pouvoir rouvrir cette salle? C'est une information qui va intéresser les candidats au mariage quand même. Voilà, les grands mariages, puisqu'il y a la salle des mariages et à rez-de-chaussée. Cette salle sera ouverte en même temps que tout le reste de l'hôtel de ville en mi-2019, une fois que toutes les commissions, notamment sécurité, seront passées pour donner leur aval à cette ouverture. D'accord, il n'y a pas de réouverture partielle, c'est une réouverture franche. C'est une tout le réouverture bâtiment franche, oui. en d'un seul coup. Notamment pour des raisons de sécurité, on ne peut pas... Voilà. Poursuivons un peu notre chemin, on arrive là dans le bureau de Monsieur le maire. Et on est un peu en limite de ce que vous appelez entre vous, au lendemain du sinistre, la zone rouge. C'est un terme qui est encore en vigueur pour le chantier d'aujourd'hui? Oui, c'est encore en vigueur parce qu'effectivement, suite à l'incendie, on a délimité des zones qui avaient plus ou moins souffert. La zone rouge étant celle qui a le plus souffert et qui correspond aussi à la partie classée monument historique de l'hôtel de ville. Donc on a conservé cette dénomination, c'est plus simple pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et ces travaux vont Ça aussi être l'occasion d'amélioration des locaux. De quelle manière, dites-moi? Eh ben, on va améliorer l'hôtel de ville sur plein d'éléments, mais notamment tout ce qui est accessibilité, sécurité, confort, voilà, notamment thermique. Tout ça. Voilà, on va essayer de mettre l'hôtel de ville au goût du jour. Avec toujours voilà. la limite des monuments historiques qui vous donnent pas... Voilà, c'est ça, c'est un juste milieu entre le respect monument historique et le respect des normes en vigueur aujourd'hui, notamment sur la sécurité, je vous dis, l'accessibilité. On a la chance pour ça d'avoir la zone orange, qui du coup a moins de contraintes, même si elle en a aussi, puisqu'on est un règlement d'urbanisme, on est sous le PSMV, qui nous permet de mettre en place des éléments qui servent le monument historique sans le dénaturer. Alors ce que vous appelez servir, c'est justement les escaliers, les ascenseurs. Des ascenseurs, des locaux techniques, voilà, ce genre de choses qui permettent d'accueillir chauffage, informatique ou autre. D'accord. Donc voilà qui fera plaisir en tout cas aux personnes handicapées. Il y aura des ascenseurs dans la mairie de La Rochelle. Voilà ce qu'on pouvait dire, Pascal, sur ces travaux à venir. Une mairie historique toute neuve, accessible à tous, mais un peu plus petite qu'avant. Eh oui, Marie-Ange, merci, à tout à l'heure. Alors Jean-François Fontaine, effectivement, qui dit réorganisation, dit quelques modifications qui vont être apportées à la mairie et à son mode de fonctionnement. Tout à fait. Ce que nous voulons, c'est garder à l'hôtel de ville toutes les fonctions historiques, cette salle d'honneur qui est absolument superbe. Par contre, au moment de l'incendie, vous aviez tous les salariés du service des écoles qui étaient à l'intérieur. Et c'est un bâtiment qui est inapproprié pour certaines fonctions de la ville de La Rochelle. Oui, et donc nous préparons une cité municipale qui sera pas loin, qui sera à l'Arsenal, dans lequel les Rochelais et les services pourront se retrouver. Et nous garderons ici, je dirais, les fonctions régaliennes, les fonctions d'accueil, de fonctionnement du conseil municipal, qui aura une salle dédiée qui se trouvera au-dessus de la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est peut-être le plus, finalement, de cette tragédie, c'est qu'on va bénéficier d'une salle supplémentaire qui n'existait pas à l'époque dans le bâtiment d'origine, puisque la salle du conseil municipal se tiendra au sommet de la mairie, c'est bien ça? Absolument. Et puis, toutes les fonctions d'accueil des Rochelais, elles seront plutôt tournées vers la cité municipale. Et ici, on pourra accueillir dans de meilleures conditions tous les visiteurs. C'est un bâtiment extrêmement important pour les villes de la cité. On est au cœur de la ville. Et donc, de pouvoir l'offrir à la visite à de plus grand nombre de visiteurs dans de meilleures conditions, on a parlé d'ascenseur tout à l'heure, était quelque chose de très important. Alors, on va l'évoquer également sur le plan immobilier, des petites choses qui vont modifier, notamment les immeubles qui jouxtent le bâtiment historique de la mairie. Bah écoutez, au fil du temps et au fil des rénovations de l'hôtel de ville, la ville avait acquis des maisons particulières qui étaient côte à côté de l'hôtel de ville. Or, il se trouve que ces maisons ont toutes des planchers à hauteur différentes, des fenêtres à des hauteurs différentes, et on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Donc, ces maisons seront vendues quand toute cette opération sera finie. Elles retrouveront leur fonction de logement, et l'hôtel de ville en tant que tel aura des aménagements dans sa partie qui est rue des Gentilshommes pour que les services qui resteront là puissent avoir de bien meilleures conditions.
Alors, on s'en souvient, avant de pouvoir s'installer dans ces nouveaux bâtiments, il a fallu beaucoup de travail, il a fallu mener des expertises, il a fallu boucler des budgets. On se souvient qu'à l'époque, beaucoup s'étaient rendus au chevet de la mairie de La Rochelle, et notamment le président de la République lui-même, François Hollande, qui était venu à l'époque avec sa ministre de la Culture. Je vous propose de les écouter. Vous avez fait des déclarations ce jour-là, on se retrouve juste après. L'hôtel de ville est sauvé. Ce qui ne veut pas dire qu'il pourra être réparé sans qu'il y ait l'intervention d'un certain nombre de collectivités. Il n'est pas temps aujourd'hui de faire un plan de financement. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que l'État sera à vos côtés pour la réhabilitation et la rénovation de cet édifice, une fois que les assureurs auront pris l'essentiel de leur part. Bien sûr, l'État sera là, le ministère de la Culture sera là pour accompagner l'évaluation, le diagnostic, la préparation du chantier de restauration et l'État prendra toute sa part dans cette restauration. On ne sait pas encore à quelle hauteur. Non, on ne sait pas encore à quelle hauteur. Vous savez, d'abord, il faut évaluer les dégâts, il faut établir des premiers plans de travaux de reconstruction. Il faut que les assurances aussi, évidemment, jouent leur rôle et prennent toutes leurs responsabilités. Et puis, à ce moment-là, on fera évidemment le tour de table des partenaires. Mais en tout cas, l'État sera là. Alors, Jean-François Fontaine, l'État, il a bien été là ? Il est là, on ne peut pas parler au passé puisque le chantier démarre, mais effectivement, le ministère de la Culture nous a confirmé une participation. Si on veut rappeler les grands chiffres, c'est un chantier qui va coûter environ une vingtaine de millions. Nous avons reçu de la part des assureurs 14 millions d'euros, donc il faut trouver 6 millions pour finir le chantier. L'État est présent et nous travaillons avec le ministère de la Culture et sa représentation régionale. Et puis la grande région vient de voter 1 million d'euros également pour nous aider. Et puis nous avons reçu aussi des fonds de donateurs. Et donc nous sommes toujours en train de continuer à boucler ce budget et tous les donateurs sont bienvenus. Mais rassurez-nous, le budget est totalement bouclé. Hein. Il sera bouclé de toutes les manières et évidemment la mairie fera face. Merci. Eliane Trott, bon ça y est, on l'a vu, c'est sûr, monsieur le maire nous le confirme, le budget est bouclé, donc le chantier à proprement parler va pouvoir débuter. Est-ce que l'on a une idée précise du nombre de corps de métier, par exemple, différents, qui va pouvoir intervenir tout au long de ces travaux ? Oui, on a établi pour l'instant une liste d'à peu près 26 lots. Donc il va y avoir des lots vraiment très spécifiques qui vont s'attaquer à la partie historique. Et puis il y aura des corps de métier qui seront en commun sur la partie moins historique, c'est-à-dire les maisons qui sont à l'arrière de l'hôtel de ville et qui seront partagées donc, sur les deux zones, la zone rouge, la fameuse zone rouge et la zone orange. Est-ce que c'est facile de trouver ces compétences ? Parce qu'on peut s'interroger, c'est un bâtiment historique, donc nécessairement qui fait appel à des métiers qui ont peut-être disparu. Je pense à certains tailleurs de pierre, je pense à des menuisiers d'art, par exemple. Comment ça s'est passé ? Vous disposez de listings, vous avez des adresses, des noms, comment ça se passe ? Non, c'est un appel d'offres, une consultation de marché public, tout ce qu'il y a de plus normal, qui en fait fait appel à effectivement des entreprises spécialisées dans les monuments historiques, donc qui rénovent le patrimoine classé de la région ou d'autres régions. Là, effectivement, on a beaucoup de corps de métier parce qu'on va avoir des restaurateurs de décors peints, on va avoir des restaurateurs pour les nombreux lambris qu'il y a, on va avoir des charpentiers, des couvreurs, des tailleurs de pierre. On va avoir aussi des gens qui vont nous restaurer les lustres. On va avoir de la restauration du mobilier pour retrouver la splendeur de la salle des fêtes. Donc ça fait appel à beaucoup de corps de métiers différents. Ça fait appel à beaucoup de savoir-faire différents. Mais en fait, on va réussir quand même à trouver tous ces métiers qui, heureusement, ne sont pas encore éteints. Alors à une époque où on parle beaucoup du Made in France, est-ce qu'on a su conserver ces savoir-faire chez nous, ici en France, ou est-ce qu'il a bien fallu faire appel à des savoir-faire à l'étranger, en Europe ou ailleurs d'ailleurs ? A priori, on peut, de toute façon, la consultation était ouverte à l'Europe. Donc, effectivement, on s'est aperçu que pour l'instant, les gens qui ont soumissionné, les entreprises qui ont soumissionné sont plutôt des entreprises soit locales, soit françaises. Et que donc, toutes ces compétences et tous ces savoir-faire se retrouvent dans nos régions sans problème. Alors concrètement, il faut peut-être rappeler une chose, on ne l'a pas dit encore tout à l'heure, mais rien que l'installation du chantier, c'est-à-dire la mise en place de toute la machinerie finalement,
ça va prendre 3 mois avant que le premier coup de marteau, si je puis dire, puisse être donné. C'est énorme. C'est énorme sans être énorme, c'est-à-dire qu'il faut amener à l'intérieur de cette enceinte que vous avez vu dans les reportages est déjà très dense puisqu'on a un butonnage, on a ce qui soutient la façade Renaissance. Il faut amener une grue pour pouvoir travailler et avoir un approvisionnement du chantier qui soit correct. On va avoir une grue à l'extérieur pour monter la grue à l'intérieur. Une fois qu'on aura cette grue à l'intérieur, on va ouvrir le parapluie qui a été mis en place il y a 3 ans parce qu'en fait les installations ont été pensées de façon à ne pas être modifiées au moment où on attaquera les travaux. C'est-à-dire on va simplement faire des ouvertures de façon à pouvoir approvisionner par la grue toutes les pièces de charpente, de couverture, etc. dont on aura besoin, qui seront approvisionnées par le haut à l'intérieur du parapluie, puisque pour l'instant, tant que le bâtiment n'est pas consolidé, on ne peut pas se débarrasser du buton qui repose sur l'enceinte médiévale. Très concrètement, la première tâche, le premier boulot, ça va être quoi ? Le premier boulot, ça va être en fait d'enlever tous les décors qui sont encore présents parce qu'une fois qu'on a déblayé tout ce qui restait à l'intérieur de l'édifice, on ne peut pas attaquer réellement les travaux de consolidation tant qu'on n'a pas préservé les décors. Les décors de la salle des fêtes qui vont être restaurés vont donc être déposés, toutes les menuiseries, les lambris, etc. vont être déposés et on a aussi un petit souci dans une zone, c'est qu'on va avoir un petit peu de désamiantage puisqu'on en a quand même un petit peu trouvé à l'intérieur du bâtiment. Donc tout ça, c'est obligatoirement fait avant d'attaquer le gros, c'est-à-dire enlever tout ce qui va être préservé, restauré en atelier et remis une fois qu'on aura rétabli la stabilité, les charpentes et les couvertures. Vaste chantier, on en prend pleinement la mesure. Alors, l'une des particularités d'un chantier comme celui-ci, s'attaquer à la restauration d'un bâtiment historique, c'est bien sûr à la fois de respecter les normes de sécurité technique d'aujourd'hui, tout en respectant fidèlement, dans les moindres détails, le caractère historique du bâtiment. Alors, il existe quelques précédents, malheureusement, en France, comme ce qui s'est passé du côté de Rennes, au niveau du Parlement de Bretagne. Vous vous en souvenez, le bâtiment a brûlé lui aussi. C'était à la suite d'une manifestation en février 1994. Depuis, le bâtiment a pu renaître de ses cendres à l'issue de 5 longues années de travaux. On voit tout cela en images, on se retrouve juste après. Dès le mois de mars 1994, un immense parapluie de tôle vient surplomber l'édifice pour le protéger. Il y aura bien quelques débats, mais très vite il est décidé de reconstruire à l'identique. Les magistrats, eux, font pression pour que la cour d'appel revienne à terme au Parlement. Un lieu tenu secret dans la ville va accueillir l'atelier de restauration des œuvres d'art. Un chantier colossal et de plusieurs années s'ouvre pour les artistes et artisans. L'existence de l'atelier de restauration à Rennes, où tout le monde travaillait ensemble, alors que ce sont des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, a été une expérience phénoménale parce que vous aviez donc plusieurs équipes de restaurateurs sur des toiles différentes qui travaillaient à 10 mètres les uns des autres et qui à un moment donné forcément sont obligés de se parler et même d'échanger, même si chacun pense que l'autre ne fait pas du tout ce qu'il faut. Mais ça c'est très intéressant et ça c'est une expérience très riche. Les travaux sur l'édifice seront lancés en juillet 1996. Tous les corps de métier vont s'y croiser pour le faire renaître de ses cendres. Une renaissance, mais avec quelques transformations. La très fameuse charpente du XVIIe siècle, appelée la forêt, ayant disparu, elle est remplacée par d'énormes poutres de métal. On vous dit, on va restaurer à l'identique, on va reconstruire, tout va être pareil. Et puis on voit arriver des poutres métalliques. Parfois, on peut dire, l'architecte c'est un escroc, il nous raconte des histoires, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même matériau, etc. Et puis à l'arrivée, eh bien, ça marche. Ça marche, le Parlement a de l'air qui fonctionne, il est chauffé, etc. Tout le monde est content. La nouvelle charpente a permis de gagner un étage. Si le bâtiment retrouve son apparence d'avant l'incendie, il est en effet modernisé, rendu plus fonctionnel et plus confortable pour le personnel judiciaire. Avant, les décors, ils avaient vraiment besoin de restauration. Si on prend l'exemple de la salle des procureurs, où la salle n'est pas perdue, elle était en travaux depuis une trentaine d'années, quoi. Donc le feu a eu un effet accélérateur pour l'embellissement du bâtiment. Mais cette beauté retrouvée a un coût, 54 millions d'euros, financé par le ministère de la Justice, celui de la Culture et l'Association pour la Renaissance du Parlement. Depuis juillet 1999, la Cour d'appel a repris possession des lieux.
Alors la particularité d'une reconstitution à l'identique d'un monument historique, c'est que ça touche à l'affect du grand public. Nombreux sont ceux, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, qui n'ont pas hésité à mettre la main au porte-monnaie pour faciliter, pour accélérer le mouvement. Ces précieux donateurs, eh bien, ils sont nombreux, il y en a eu plusieurs dizaines. Et on va retrouver Marie-Ange Cristofari qui est avec l'un de ces précieux donateurs. Vous êtes là, Marie-Ange, juste au-dessus de nous. Oui, tout à fait. À côté de moi, sur ce chemin de ronde, l'un des quelques 400 donateurs, Jean Benabou, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer ? Tout simplement parce que je suis arrivé à La Rochelle il y a 23 ans et j'ai trouvé cette ville extraordinairement accueillante, à échelle humaine et surtout tolérante. Voilà la principale raison qui m'a fait m'engager spontanément après ce dramatique incendie. Que vous avez vu vous-même, témoin direct ? Oui, que j'ai vu moi-même. Je me trouvais par hasard à quelques mètres d'ici, dans la rue du Paty. Et puis d'un coup, j'ai vu des flammes et je me suis dit, c'est pas possible. Et puis quand les flammes ont pris de l'ampleur, j'ai vu la catastrophe arriver. Voilà. Et je suis encore tout ému, encore aujourd'hui, 3 ans après, d'être dans ces lieux et de retrouver un petit peu ce que j'ai connu avant cet incendie. Que représentent ces murs pour vous ? Vous y avez un souvenir particulier ? Oui, tout à fait, puisque je venais régulièrement rencontrer le maire Maxime Bonneau tous les 3 mois, puisque j'étais président du conseil de secteur du centre-ville. Donc j'avais des rendez-vous réguliers, donc je connaissais bien les lieux. Vous avez donné combien ? Allez, on va parler un peu sous. Honnêtement, il y a 3 ans, j'ai donné ça comme ça spontanément. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui, c'est pas que je veuille pas le dire, mais je suis incapable. Je pense que ça doit tourner autour de 100 €, mais je ne peux pas vous dire avec précision. De toute façon, c'était un geste spontané, comme on a été tous les Rochelais spontanés à venir donner un coup de main et voir si on pouvait être utile à cette ville qui nous a si bien accueillis. C'était l'évidence pour vous, Rochelais d'adoption, de faire ce geste-là ? Absolument, ça a été spontané et si c'était à refaire, je le referais. Vous me disiez en préparant cette interview que ça vous avait déchiré le cœur littéralement de voir ce bâtiment s'embraser. Oui, parce que j'ai eu très peur, nous avons eu tous très peur, tous les Rochelais qui étaient autour et même après, les conséquences que ça a pu provoquer, psychologiquement d'ailleurs, et puis historiquement, c'est un pan de la ville qui part, c'est un des symboles. Vous savez, La Rochelle, il y a 3 symboles. L'hôtel de ville où nous nous trouvons, les 2 tours, la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chêne, qui font l'entrée du Vieux-Port, et puis la tour de la Lanterne, ce qu'on appelle la tour des 4 sergents. Voilà, ces joyaux-là. Allez, depuis l'ouverture de cette collecte, dans les jours qui suivent l'incendie, vous êtes ainsi 476 généreux donateurs. 140 420 € constituent cette cagnotte. Ça vous fait plaisir de voir que les travaux commencent ? Oui, et il me tarde qu'il s'achève, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire. Je pense qu'en 2019, nous aurons un magnifique bâtiment. Et vous invitez les autres à participer également. Merci Jean Benamou d'avoir répondu à notre invitation. Et pour ceux qui hésiteraient, rappelons que ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60%. Merci Marie-Ange. Ça fait chaud au cœur, ça finalement, monsieur le maire, d'entendre comme ça ces administrés qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Ça prouve l'attachement des Rochelais à ce qui est leur patrimoine commun, cet hôtel de ville extraordinaire. Alors une particularité aussi manifestement, il y a eu beaucoup de dons qui provenaient de l'étranger. Absolument, nous avons reçu des donations des États-Unis et puis aussi de gens de passage qui se disent bon, il faut qu'on apporte notre contribution et donc vraiment on a des contributions qui arrivent de partout. Et c'était des gens qui avaient des attaches particulières à La Rochelle, puisque à l'étranger, bon, des Rochelais d'étrangers peut-être, mais pas que. Oui, mais vous savez, l'image de La Rochelle, elle parle fort aux Québécois, par exemple. Elle parle fort en Allemagne, sur les réseaux des villes de la Hanse. Donc on a aussi des territoires qui ont un attachement particulier à La Rochelle. Vous pouvez nous rappeler, on a une idée de ce que représente cet argent collecté. Elle l'a évoqué tout à l'heure, Marie-Ange. Écoutez, on est aux alentours de 150 000 € qui ont été collectés. Puis nous allons continuer au fur et à mesure du chantier, parce que c'est toujours important de pouvoir contribuer à sa réalisation. Et ils auront droit à des égards particuliers, ces donateurs, par exemple des visites privées ou ce genre de choses. On réfléchit, on n'est pas encore organisé les premières visites, mais ça serait tout à fait logique que les premiers visiteurs soient avec les Rochelais, ceux qui ont contribué à sa reconstruction.
Alors certains de ces rochers sont donc des donateurs, c'est aussi leur maison quelque part, cet hôtel de ville. Donc ça va un petit peu modifier aussi leurs habitudes. Dans les services, on l'évoquait tout à l'heure, ça va changer dans leurs habitudes. Ils trouveront les mêmes services que ceux qu'ils pouvaient trouver avant l'incendie, mais peut-être disposés différemment. C'est l'occasion pour nous d'un changement en profondeur, parce que la ville de La Rochelle a des services qui sont répartis un petit peu partout dans la ville. On avait les écoles qui étaient ici à l'hôtel de ville, on a un service de la culture qui se trouve à l'hôtel Alcide Orbigny, on a vraiment des services partout. Donc en parallèle de ce grand chantier de reconstruction de l'hôtel de ville, nous préparons une cité municipale qui se trouvera à l'Arsenal, juste à côté, où il y a déjà des services municipaux, mais on veut vraiment en regrouper un maximum pour que ce soit plus cohérent. Alors, une question par rapport à ces bâtiments de l'Arsenal. On a entendu parler d'une jonction qui lierait en fait les deux bâtiments centraux, ceux qui se trouvent juste au-dessus du parking. C'est vrai ça? Oui, c'est tout à fait vrai. D'abord, ce sont les architectes, quand on lancera l'appel d'offres, qui feront des propositions. Mais l'idée, c'est de rendre un lien entre ces deux bâtiments, et ce lien peut être moderne, et puis qu'il y ait un lieu d'accueil, d'échange. Donc effectivement, dans la réflexion, les deux bâtiments seront très certainement reliés par un bâtiment probablement de verre. Vous voyez, du côté du Louvre, il s'est fait des très belles choses, eh bien, avec un esprit différent. Mais il y a là un intérêt à construire un bâtiment de jonction. Donc affaire à suivre, hein. Absolument. Alors une des particularités aussi concernant cette mairie de La Rochelle, c'est qu'elle n'a jamais été vouée à autre chose. Elle a toujours été, elle n'a jamais été, par exemple, le siège d'une entreprise ou d'un armateur. Ça aurait pu être le cas ici à La Rochelle. Ce n'a non plus jamais été un hôtel particulier. Donc je vous propose un retour sur cette longue histoire. On se retrouve juste après. Depuis 8 siècles, l'hôtel de ville de La Rochelle est le symbole d'une ville libre, belle et rebelle, suivant la formule souvent entendue. La ville protège ses libertés communales derrière un mur d'enceinte crénelé du XVe siècle, gothique flamboyant. Au XVIIe, elle devient la résidence des gouverneurs de l'Aunis et de la ville, avant de devenir la maison de la ville. Chaque siècle a laissé l'empreinte de son style, Henri II, Henri IV, Renaissance. Les échevins, conseillers municipaux d'alors, se réunissent dans une grande salle, devenue salle des mariages. Le personnage intimement lié à l'édifice et à l'imaginaire rochelais est Jean Guiton. Protestant, il est élu maire pendant le Grand Siège. Il oppose une résistance héroïque aux troupes catholiques de Richelieu, mais doit capituler au bout de 14 mois. D'un coup de poignard, il aurait fait sauter un éclat du marbre de sa table, conservé aujourd'hui dans son cabinet. L'ensemble architectural considérablement remanié au XIXe siècle est classé monument historique en 1861. Bonjour Didier Poton de Xaintrailles, vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de La Rochelle. Il ne pouvait pas en être autrement aujourd'hui. Alors dites-nous franchement, cette mairie de La Rochelle, c'est à elle seule une partie de notre histoire de France. C'est une partie de l'histoire de France, d'abord parce qu'on oublie que cet hôtel de ville, il incarne pas simplement la volonté de la ville d'être une presque république autonome, avec des échevins dès le XIIIe siècle qui réussissent à tirer d'Aliénor d'Aquitaine des droits, des libertés, et des droits et des libertés d'abord pour permettre le commerce. Mais c'est aussi pour l'histoire de France qui est un point important et ce qu'on oublie souvent, parce que quelquefois cette autonomie rochelaise agaçait quelque peu l'État central. Il ne faut pas oublier, quand je pense et quand je regarde cet hôtel de ville, c'est que ce bâtiment n'a pas été possible sans le développement économique de la ville de La Rochelle. Alors pour mémoire, elle s'est constituée de manière totalement empirique. Elle s'est constituée de manière totalement empirique. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand il y a le premier hôtel de ville, c'est un espèce d'enclos municipal avec ça, ouais, différentes maisons. D'ailleurs, il y aura un premier incendie à la fin du XIIIe siècle. Bon. Et petit à petit, l'échevinage s'organise dans des bâtiments très divers. C'est pas d'aujourd'hui que datent les planchers de différents niveaux, des escaliers, etc. Et il faut attendre la fin du XVe siècle pour qu'avec le mur, etc., s'organise quelque chose de plus cohérent. Et cela, La Rochelle ne peut le faire que parce qu'elle est devenue un des grands ports atlantiques et que la ville a les moyens de se doter d'un bâtiment qui soit à la hauteur de ses ambitions. Alors la bâtisse devient celle du gouverneur de l'Aunis et de la ville. Richelieu, il prendra même ses quartiers un temps. Oui. C'est une parenthèse pour les Rochelais, parce que l'idée et surtout le geste d'implanter le gouverneur de l'Aunis, le représentant du roi, qu'on avait refusé à 2 ou 3 reprises. Il faut savoir qu'Henri IV avait accepté qu'il n'y ait pas de représentant du roi et que la ville se gouverne elle-même.
eh bien là c'est un geste à l'égard des Rochelais, un geste de défiance, c'est un geste qui marque leur soumission et il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour que La Rochelle retrouve son autonomie municipale. Ça sera lent et le XVIIIe siècle pourra progressivement remettre en place une municipalité et un hôtel de ville qui fonctionne comme à peu près l'ensemble en France. Alors impossible également d'évoquer cet hôtel de ville de La Rochelle sans parler de celui que connaissent par cœur, si je puis dire, tous les écoliers des écoles primaires de la ville et de la communauté d'agglomération de la ville. C'est bien sûr Jean Guiton et son célèbre coup de couteau sur son cabinet, dont on n'a jamais bien su d'ailleurs s'il était réellement celui de Jean Guiton. Je ne trancherai pas la question. L'historien s'appuie sur des sources solides, je n'en dispose pas. C'est évident que Jean Guiton incarne cette résistance, vous avez évoqué Bel et Rebelle, incarne cette résistance, et une résistance qui est à la fois une résistance de ville, qui veut son autonomie, qui veut se gouverner elle-même. Et puis là encore, c'est peut-être un peu une dimension obsessionnelle chez moi. Je trouve que bien souvent, quand on évoque La Rochelle, on évoque cette autonomie politique, on oublie que cette autonomie politique et la force des échevins et des maires de La Rochelle s'appuie sur une bourgeoisie qui était ouverte au monde, qu'entreprenait dans le monde. Vous avez évoqué tout à l'heure La Rochelle, les donateurs à l'étranger, mais La Rochelle est une capitale atlantique. Alors la dimension protestante de La Rochelle joue un rôle absolument essentiel dans cette affaire, mais pas seulement. La Rochelle, ça a un sens au Québec, ça a un sens en Nouvelle-France, et si on peut se doter, si Henri IV va aider La Rochelle à avoir un tel bâtiment, mais il faut savoir aussi que c'est parce que, à la fin du XVIe, un des pasteurs de La Rochelle déclare « Cette ville n'a jamais été aussi riche ». Et c'est grâce à cette richesse qu'on va avoir les bâtiments sous Henri IV, mais aussi le quartier de la Villeneuve, le nouveau quartier, des nouvelles murailles. Ouais. On n'imagine pas ce qu'a été La Rochelle au début du XVIIe siècle. Et si Richelieu s'attaque à La Rochelle, c'est parce qu'il ne s'attaque pas simplement à une ville belle et rebelle, pas simplement protestante, mais il veut casser aussi ce que représente La Rochelle sur le plan économique, tenu par une minorité religieuse. La dimension économique est essentielle dans cette affaire. Sur le plan historique, est beaucoup plus proche de nous cette fois-ci. Cette mairie de La Rochelle, cet hôtel de ville, c'est aussi celui de Léonce Vieljeu, le maire de la ville, arrêté et exécuté par les nazis. Oui, c'est un de ces moments tragiques de La Rochelle, dans la mesure où quand le maire est arrêté pour avoir justement pris un fait de résistance, pour les Rochelais, ça a pu représenter une autre dimension, car leur maison, le maire incarnait leur maison. La maison au 19e, 20e, etc., c'était aussi des moments de réjouissance. C'est la fin de la guerre de 14. Ce sont des moments où le maire recevait le président de la République, etc. Et là, c'est un moment tragique. Et il suffit de rappeler la plaque à la mémoire de Léonce Vieljeu sur le mur. Je crois que c'est là encore le sacrifice du maire de La Rochelle, de Léonce Vieljeu, c'est à retracer dans cette mission de ces maires de La Rochelle de défendre leur ville et quelles que soient, je dirais, les conséquences pour lui-même. Merci, monsieur Didier Poton de Xintra. Je rappelle que vous êtes historien et professeur émérite à l'Université de La Rochelle. Jean-François Fountaine, cette émission touche déjà à sa fin. Les travaux de reconstruction vont donc s'étaler sur 3 ans. Les Rochelais, les autres d'ailleurs, pourront-ils, à leur guise ou à certains moments organisés, visiter ce chantier pour prendre la mesure du travail réalisé ? Bien oui, mais pas toujours très facilement. Ce qu'on va vouloir d'abord, c'est qu'il y ait une grande palissade qui vient de s'installer sur la place de l'hôtel de ville. Nous allons ouvrir dans cette palissade des fenêtres pour les adultes, des fenêtres pour les enfants, pour qu'ils puissent voir les gens qui vont travailler la pierre, travailler le chêne, et qu'on puisse avoir un chantier de reconstruction visitable. L'accès à l'intérieur, je me remettrai à l'avis des architectes, parce qu'il y a quand même des considérations de sécurité. Vous savez, à une échelle modeste, il faut imaginer que c'est un petit peu l'Hermione de La Rochelle qu'on va reconstruire, et avec des corps de métiers qui sont les mêmes, et on veut aussi dire aux jeunes, si vous cherchez du travail, il y a des métiers qui emploient, et notamment tous ces métiers du patrimoine. D'un mot, ces travaux historiques, on peut le dire, on peut espérer que les prochains n'aient pas lieu d'ici quelques siècles. Est-ce que ça va donner lieu à une exposition, un film peut-être ?
Bien sûr, on aura au fur et à mesure de l'avancement des photos qui vont retracer l'avancement. Et puis, in situ, on l'a expliqué tout à l'heure, une fois que la tente sera retirée, le bâtiment par lui-même va réapparaître déjà aux yeux des Rochelais. Et puis, c'est surtout tous ces métiers qu'on pourra voir à travers ces fenêtres qui seront sur la place de l'Hôtel de Ville. Éliane Trott, rapidement, est-ce que les monuments historiques ont des leçons à tirer encore au jour d'aujourd'hui sur des travaux comme ceux qui vont être menés ici ? Oui, je pense, parce que là, de toute façon, on fait des confortations qui, en fait, emploient quand même des techniques relativement modernes. Justement parce qu'on va amener du poids supplémentaire sur cette façade qui est déjà très fatiguée. Donc on va être amené à renforcer les piliers de la galerie, on va être amené à les forer, à construire en dessous des massifs qui vont permettre de stabiliser tout ça. Et tout ça se fait avec des techniques modernes, mais qui ne se verront pas. C'est-à-dire que de l'extérieur, on retrouvera un hôtel de ville tel qu'il était avant l'incendie. Merci Éliane Trott. Allez, on va faire à présent un petit tour de l'autre côté du mur d'enceinte qui nous sépare de ce que vont apercevoir pendant des mois maintenant les Rochelais. On retrouve Marie-Ange Cristofari qui se trouve juste de l'autre côté. Alors dites-nous tout Marie-Ange. Ce n'est pas très sexy pour l'instant, il faut le dire, mais ce n'est tout de même pas une palissade métallique vert bouteille. Ce sont des planches de coffrage de plus de 3 mètres de haut, robustes. Dans les jours qui viennent, elles vont s'habiller de panneaux explicatifs évoquant l'histoire de l'hôtel de ville, son incendie bien sûr et le projet de rénovation à venir. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi des dessins, des photos prises au fil de ce chantier et des fenêtres vont être percées, aménagées pour permettre aux passants d'observer les compagnons au travail. Un écran offrira même une visite virtuelle. Alors oui, cette zone de chantier, elle va occuper la place pendant les 3 prochaines années. Mais elle ne sera pas librement accessible au public, mais elle a été pensée dans la plus grande ouverture possible. Et s'il y a des Rochelais qui ne croient que ce qu'ils voient, qu'ils se rassurent, ils devraient pouvoir jeter un coup d'œil régulièrement sur l'avancée des travaux. Le premier rendez-vous est garanti, ce sera à l'occasion des Journées du patrimoine, les week-ends des 17 et 18 septembre prochains. Vous avez bien noté la date, Pascal ? C'est bien noté, merci Marie-Ange. Voilà, cette émission spéciale consacrée à la reconstruction de l'hôtel de ville de La Rochelle est à présent terminée. Merci à tous nos invités, merci à vous Monsieur le maire de nous y avoir accueillis. Merci à vous bien sûr fidèles téléspectateurs. Merci à celles et à ceux techniciens et journalistes qui nous ont permis de la réaliser. Passez un excellent week-end sur la 3 bien sûr. Et moi je vous dis à très vite, bye bye.